Amis, bienvenue sur Nurea TV, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Ransford une nouvelle fois, polytechnicien, chercheur indépendant et co-auteur du livre Du hasard quantique à la conscience, un ouvrage aussi déroutant que passionnant. Et si le hasard n'était pas si hasardeux? Et si la conscience, loin d'être un simple produit du cerveau, jouait un rôle central dans le tissu même de la réalité? Dans cet entretien, je vous propose un voyage au cœur des mystères quantiques, là où la physique moderne croise les grandes énigmes de l'existence. Ensemble, nous allons explorer des idées qui remettent en question notre compréhension du réel et peut-être élargir notre regard sur ce que signifie être conscient dans un univers si étrange. Emmanuel Ransford, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Comment allez-vous? Nora. Ça va bien. Voilà. Ouais. Ben, j'attends vos questions avec impatience. Et j'en ai pas mal, j'en ai vraiment pas mal. Je vous remercie déjà pour les 2 autres entretiens que nous avons déjà eus. Et ce soir, nous allons aborder le livre le plus récent que vous avez coécrit en compagnie d'Estelle Gervaine. Gerven. L'origine du nom? Bretonne. Je sais que nous avons énormément de Bretons qui nous regardent, donc on les embrasse bien fort. Donc on va Voilà. parler du hasard quantique à la conscience, un questionnement entre science et philosophie. Cet ouvrage est juste passionnant, mais ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre à deux voix, entre science et philosophie, justement? Alors, tout d'abord, j'ai déjà écrit quelques ouvrages à deux voix ou à quatre mains ou quatre pieds. Et d'autre part, je dirais que ça fait depuis un certain nombre d'années, mais c'est parce que je ne fais aucune publicité, je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux, je n'ai même pas de site internet, ce qui est le b.a.-ba, et aujourd'hui, ça se fait facilement. Donc, donc je me suis dit, mes idées, je vois, il y a des discussions sur les problématiques que je traite, et mes idées sont systématiquement ignorées, c'est-à-dire je n'existe pas du tout. Et je me suis dit peut-être que mes livres sont un petit peu trop obscurs, mais en fait c'est parce que je n'occupe pas le terrain. Il y en a qui occupent le terrain. C'est pas la qualité en fait de ce que vous faites qui est important, c'est le fait d'occuper le terrain. Voilà, ça je le Exactement. constate à beaucoup de choses. C'est voilà, mais je mets pas d'énergie du tout là-dedans. J'ai pas une vraie motivation. C'est pas une motivation personnelle, puisque ma motivation c'est essentiellement de comprendre sur quelle étagère, qu'est-ce que le monde, quel est le sens et tout ça. Et c'est ça ma problématique. Le reste, par contre, je me dis dans la mesure où je crois en mes idées, c'est-à-dire je crois en tout cas qu'elles sont intéressantes, je me dis il n'est pas normal qu'elles ne soient pas présentes quand on a un certain nombre de débats sur des questions qui sont celles-ci ou des questions connexes. Et donc, je me suis dit, je vais faire un petit effort supplémentaire. Et je me suis donc associé à cette dame qui s'appelle Estelle Gervaine, qui est d'origine, à l'origine, sa formation, c'est une pianiste, je crois. Enfin, en tout cas, elle est dans la musique. Dans Et je me suis l'art. dit, c'est excellent. Une personne qui n'est pas dans la science, qui ne connaît pas les phraséologies de la physique quantique et tout ça, qui a un biais, je sais qu'elle s'intéresse beaucoup à la philosophie. Donc, je me suis dit, eh bien, ça, c'est un bon mix entre nous pour justement faire quelque chose d'un petit peu différent qui rendra les choses peut-être plus accessibles. Et dans le cahier des charges, il y avait notamment le fait d'éviter, comme la peste, ménéologisme. Bien que mes néologismes, encore une fois, sont shortcuts, comme disent les Anglais, sont une façon très ramassée de dire des choses. Et comme je disais la dernière fois dans l'entretien précédent, par exemple, on parle de particules quantiques, et ce serait beaucoup mieux qu'on parle d'ondicules, puisque il y a des aspects ondulatoires et des aspects particules, mais c'est ni l'un ni l'autre. Et le fait qu'on n'ait pas voulu le faire, ça crée des confusions. Et donc, je trouve que parfois, introduire un nouveau mot, ça évite tout danger De de confusion, confusion. justement. Oui. Voilà. Alors évidemment, ça demande un petit effort parce qu'il faut se familiariser à ce nom. Alors le premier avantage que je vois, c'est éviter les confusions. Et deuxième chose, ça permet d'avoir des formulations beaucoup plus ramassées. Dans certains cas, ça c'était le cas pour les miens. Au lieu de prendre une périphrase un peu lourde, on a un mot et ça y est, on a l'essentiel. Voilà.
ma réponse. Exactement. Je vais juste rappeler donc le CV, entre guillemets, un petit résumé pour Estelle Gerven. Donc, elle est musicienne diplômée du Conservatoire de Versailles. Elle a suivi une carrière de pianiste de jazz et a toujours été passionnée par les questions philosophiques et scientifiques. Elle est l'auteure du documentaire Mille et une métamorphoses, un regard inédit sur le vivant, la mort et ses mystères. Je vais rajouter votre CV. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique, vous avez mené des recherches indépendantes sur les fondements de la physique quantique et vous développez depuis plusieurs années une approche qui tente de concilier matière et conscience. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont L'univers quantique enfin expliqué et 8 leçons essentielles sur la science quantique parues chez le même éditeur. Donc voilà, c'était assez original de voir vos deux parcours se réunir dans cet ouvrage et j'ai trouvé le jeu de questions-réponses extrêmement bien choisi, ce format du dialogue qui m'a rappelé justement les livres de philosophie en terminale et notamment Platon qui posait des questions pour présenter les idées de Socrate par exemple. Donc avec le dialogue, ça fonctionne extrêmement bien parce que finalement vous vous mettez à la place de l'auteur les questions que pourrait se poser, pas de l'auteur, du lecteur, les questions que pourrait justement se poser le lecteur. Donc ça avance d'une façon très fluide, très sympa, puis on a l'impression de participer à l'échange, de vous écouter parler en soirée. C'est génial, j'adore le format. Ah oui, oui, bah, effectivement. Et puis, on n'est pas prisonnier d'un schéma global qui doit avoir sa cohérence. Oui, Quand on est dans la question-réponse, de temps en temps, on peut faire des petites ouvertures sur d'autres choses, faire des apartés, des trucs. C'est un côté effectivement vivant, comme vous dites. exactement. Alors, on va commencer. Ma première question, on va suivre chronologiquement l'ouvrage. Mais bien sûr, on va pas tout vous dire. Je vais pas vous spoiler le livre, les amis. Donc, n'oubliez pas, vous avez tous les liens en barre d'informations pour vous procurer les ouvrages. Vraiment, allez-y. N'hésitez pas à aller fouiller un petit peu plus et à avoir cette curiosité parce que c'est vraiment passionnant. Donc, dans le chapitre 1, le hasard, illusion ou réalité, ma première question, c'est est-ce que le hasard existe vraiment selon vous ou est-ce juste une manière de parler de ce qu'on ne comprend pas? Les deux, mon capitaine. Euh, C'est-à-dire, en fait, sur le hasard, alors, j'allais dire, tout le monde a son idée là-dessus. Alors, d'abord, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas du vrai hasard. C'est-à-dire, je ne ferme pas cette possibilité du vrai hasard. Et je, je dirais qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et effectivement, euh, on a une étiquette bien commode de dire c'est du hasard. Je dirais, en science, on trouve encore plus souvent l'étiquette, c'est une illusion. La conscience, je ne comprends pas, c'est une illusion. Ne nous emmerdez pas avec ça. C'est beaucoup plus ça. Mais le hasard, effectivement, des choses qui arrivent, on peut dire, ah ben, c'est le hasard parce que on n'a pas accès aux causes cachées. Mais je dirais que sur le fond, alors, évidemment, moi, j'ai fait une réflexion sur le hasard quantique. Mhm. Bon, j'ai eu l'occasion d'en parler dans des séances précédentes, donc j'ai vraiment un biais particulier là-dessus, étant donné que j'avais beaucoup de mal à croire que ce hasard n'avait pas de fondement, n'avait pas de contenu. C'était du vrai hasard, le hasard vrai, c'est-à-dire le truc qui se produit mais qui n'a pas de cause. Alors, je dirais que sur la question du hasard, alors tout le monde a un avis là-dessus. Moi, je me permets de ne pas en avoir un total, c'est-à-dire c'est pas un principe global sur le hasard, c'est-à-dire il peut y avoir plusieurs sortes de hasard. Et je trouve que c'est intéressant. Je crois que c'est Grigory Chaitin qui est un scientifique vraiment intéressant. Je crois que c'est lui qui a introduit la notion de ce qu'on appelle la complexité algorithmique, permet de définir certains types de hasard. Par exemple, si vous avez une série de nombres, si vous pouvez, par exemple, dire, si c'est par exemple 2, 2, 2, 2, 2 à l'infini, la complexité algorithmique est très faible. Vous dites juste que c'est 2 répétés indéfiniment. Donc, la définition de cette série est très courte, beaucoup plus courte que la série elle-même. Et dans ce cas-là, vous avez un critère qui vous permet de dire que les chiffres de cette série ne sont pas au hasard. Effectivement, c'est que des 2, ça n'a rien du hasard. Voilà. Par contre, vous avez des séries où il n'y a aucune régularité, il y a rien, et vous dites, mais alors est-ce que ces nombres, est-ce que ces chiffres, c'est ça, 1, 2, 3, 4, ce sont des Oui, chiffres chiffres. Oui. en général, est-ce que ces chiffres tombent au hasard ou est-ce qu'il y a un ordre caché?
Et, euh, et donc, s'il n'y a aucune structure, on a l'impression que c'est une suite, on l'appelle aléatoire, c'est du hasard. Et en fait, chaque fois qu'on a essayé de trouver des critères pour ce genre de choses, entre la complexité algorithmique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut la réduire à une définition simple en nombre fini, qui est plus courte que la série qui elle-même est infinie, sachant une suite infinie qui serait due au hasard de chiffres, elle n'a pas de définition plus courte qu'elle-même, parce que le chiffre suivant, vous ne savez pas ce qu'il est, vous le saurez seulement en le voyant. Et on a essayé de donner des critères. Vous m'arrêtez si ça devient un peu confus ce que je dis ou un peu prise de tête. On a essayé de trouver en tout cas des critères qui permettaient de savoir si une série donnée était une suite aléatoire de nombres ou non. Et en fait, donc on a trouvé des critères qui éliminaient de plus en plus, qui permettaient pour beaucoup de séries de savoir si cette suite de nombres était aléatoire ou non. Mais il y a toujours un contre-exemple, et j'adore celui-là parce qu'il est vraiment très simple, c'est le nombre pi. Pi, vous savez, c'est 3, Oui. 14, 159 à l'infini, il n'y a aucune structure. Donc, si on ne savait pas que pi, c'est le rapport de la circonférence sur le diamètre, on se dirait, ben, cette série, c'est du hasard. Or, non. Et en plus, comment dire, sa complexité algorithmique est très faible, puisque c'est seulement un rapport entre la circonférence et un segment de droite. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ça pour dire qu'à mon avis, ce que ceci tend à suggérer, c'est qu'il y a des hasards qui sont indécidables. C'est-à-dire, on ne pourra pas savoir si certains hasards sont vrais ou sont faux. Et c'est pour ça que ce débat, une fois que ça s'est posé, je pense que le débat, est-ce que le hasard vrai existe ou pas, ne peut pas avoir de réponse. Il ne peut avoir une réponse qu'idéologique. Je pense que je suis contre ça ou je suis pour ça. Mais intrinsèquement, on n'aura pas accès à cette vérité-là. Il y a des hasards qui sont des faux hasards. Il y a des hasards qui renvoient à des causes cachées, des hasards qui sont tout simplement, comme vous disiez, l'étiquette qu'on met sur des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais au-delà de ça, il peut aussi y avoir des hasards vrais, mais indécidables. Et d'ailleurs, bon, il y a, vous savez, en astrophysique, il y a des conjectures de protection. Il y a un certain nombre de conjectures qui sont liées aux trous noirs. Il y en a une qui s'appelle conjecture de protection cosmique, enfin, je ne sais plus trop quoi. C'est lié à Roger Penrose qui a eu le prix Nobel qui permet il y a un certain nombre de choses liées au trou noir, où si ce trou noir n'était pas, comment on pourra dire, n'avait pas naked, était nu, comme on dit, comme on l'explique. Enfin bon, je ne vais Oui. pas faire un cours là-dessus, mais il y a un certain type de trous noirs qui, s'ils existaient, eh bien, ils absorbent de la matière et ils pourraient rejeter tout et n'importe quoi. C'est-à-dire là où on serait aussi en face d'un hasard vrai. Voilà. Mhm. À chaque fois qu'on a essayé de construire un générateur aléatoire de chiffres, on n'a jamais réussi à en obtenir un avec lequel on se retrouve finalement vraiment à du vrai hasard, en face de vrai hasard finalement dans les nombres, dans les chiffres. On s'aperçoit toujours qu'au bout d'un moment, il y a un cycle qui revient. Oui, Donc c'est très oui, difficile, en tout cas humainement, de créer un générateur aléatoire de chiffres qui fonctionne vraiment. oui. Mais ouais, c'est très intéressant. J'avais noté le hasard en physique classique et en mécanique quantique, ce n'est pas la même chose. Et j'avais résumé ça avec en physique classique, c'est comme s'il y avait un manque d'information. C'est comme s'il y avait un voile sur notre ignorance là-dessus. Enfin, c'est parce qu'on ne sait pas. Et en physique quantique, c'est intrinsèque. C'est Alors, alors justement, c'est intéressant ce que vous dites. Alors d'abord, pour le générateur aléatoire, ça veut quand même dire quand on veut simuler le hasard, c'est pas du vrai oui, hasard. C'est un peu ça là. c'est ça. Le Merci. le hasard échappe. On peut pas.
on peut pas produire du hasard quelque part. Voilà, merci. Il nous échappe. Mais donc, c'est quand même un aspect très important des Mm. choses. Mine de rien, on peut réfléchir là-dessus parce qu'il y a un enseignement là derrière. Alors, pour le passage du classique au quantique, effectivement, en physique classique, tout était déterminé, tout était maîtrisable. Mais en physique quantique, effectivement, on a plusieurs façons d'échapper au maîtrisable. Il y a quelque chose qui s'appelle le principe d'indétermination de Heisenberg qui fait qu'on ne peut pas tout connaître sur une particule. Donc, à partir du moment où je ne peux pas connaître avec une précision infinie quelque chose qui concerne un électron, par exemple, eh bien, je ne pourrais pas anticiper son évolution puisque je n'ai Qu'une partie de l'information. voilà, qu'une partie de l'information. Par ailleurs, il y a quand même une notion qui s'appelle le chaos déterministe, qui fait que même quand on reste dans un cadre purement déterministe, eh bien, il y a des cas de figure où l'évolution d'un système, bien qu'elle soit 100% déterministe, eh bien, elle va devenir chaotique et imprévisible. Ce qui veut dire que le déterminisme n'implique pas forcément la prévisibilité. Ça aussi, c'est quand même un élément intéressant. Donc, on peut avoir des, comment dire, des manifestations qui paraissent aléatoires, dues au hasard, mais qui en fait sont le résultat d'un processus déterministe. Et ça, c'est pas du tout évident. On a découvert ça. C'est la théorie du chaos. Et par exemple, du temps de Laplace, on ne pensait pas que ce soit possible. Alors, Mm. c'est vrai que quand on a amené la physique quantique, il y a eu le réflexe d'un certain nombre de physiciens justement, qui reprenant l'idée que vous avez évoquée tout à l'heure, qui disaient, bien, si ça nous paraît être dû au hasard ou aléatoire, c'est parce qu'il y a des causes cachées, c'est ce qu'on appelait les théories à variables cachées. Voilà, c'est-à-dire le truc qu'on avait dit la dernière fois, quand je mesure une particule, par exemple, je vais reprendre ça, ma Oui, particule va, ça y est, vous je êtes me suis équipé. outillé, je me suis outillé, voilà, j'avais oublié ça les deux fois précédentes. Prenons une particule, c'est une métaphore, et on sait que si on la mesure, elle peut être soit verte, soit rouge ou jaune, ou non, pas, excusez-moi, Orange, voilà. orange, voilà, soit verte, soit orange. Seulement, en général, elle est quantique, c'est-à-dire elle est dans un état superposé, c'est-à-dire elle est un mélange des deux. Donc, elle n'a pas, en tant que telle, elle n'a pas de couleur déterminée. Mhm. Par contre, si je la mesure, je sais que à 100% des cas, j'aurai une réponse claire et nette, c'est-à-dire soit elle sera totalement verte, soit elle sera totalement orange et jamais un mélange des deux. Voilà, on avait expliqué un petit peu pourquoi la dernière C'est fois. ça. Et donc, et là, les gens, les physiciens se sont dit, on a l'impression qu'on ne sait pas à l'avance et que ça sera ça, par exemple, à 30% du cas et ça à 70% ou l'inverse. Mais en Mhm. fait, ça paraît être du hasard parce qu'on ne sait pas il y a une cause cachée, ce qu'on appelle donc, ce qu'on appelait une variable cachée qui explique qu'on ait obtenu tel résultat. Alors, il se trouve que depuis, il y a eu un certain nombre de théorèmes mathématiques en physique qui ont restreint ce à quoi pouvait ressembler, ont restreint les possibilités pour ces variables cachées, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a été abandonné. Remarquez, remarquez, Mhm. alors vous m'arrêtez si je parle trop vite, hein. Ah non, 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 allez-y. Bon, remarquez que moi, j'introduis mon jaune d'œuf, si vous vous souvenez, la Oui. particule qui est le blanc d'œuf et le jaune d'œuf, et le jaune d'œuf, quelque part, c'est une variable cachée. Mais elle est à la fois non locale, on l'a vu puisqu'elle sous-tendrait l'intrication, et d'autre part, elle n'est pas déterministe. Et tous les théorèmes qui restreignent la possibilité de variables cachées combattent celles qui sont déterministes et locales. Et moi, je suis justement pas dans ce cadre-là, donc je ne suis absolument pas pénalisé par ces résultats restrictifs. En ce qui concerne le hasard, en fait, il n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire que même quand il arrive quelque chose, il y a une raison là-dedans. On pourrait se dire que le hasard, c'est un peu une forme de chaos, mais finalement, c'est pas le cas. Ça pourrait ne pas être Alors, le cas. oui, alors, bon, je suis pas sûr d'être sûr d'avoir compris ce à quoi vous faites allusion, mais je vais dire que il y avait une définition, je sais plus de qui, enfin, ça se trouve dans l'ouvrage, je crois que c'est, si, euh,
Carnot, Sadi Carnot, un des pères fondateurs de la thermodynamique, je crois que c'est ça, hein, enfin, il faudrait que je relise pour me remémorer, qui disait que le hasard, c'est le point de rencontre de deux séries indépendantes. L'exemple typique qu'on donne, c'est vous marchez dans une rue et puis à ce moment-là, il y a un pot de fleurs qui tombe, soit tombe sur votre tête et là c'est pas de chance, ou qui tombe juste devant vous et vous fait que vous rebroussez chemin et que votre programme de la journée va être totalement modifié. Voilà, le terme que je cherchais, c'était synchronicité. Oui, C'est dans synchronicité. cette idée-là, en fait, que l'univers aligne certains événements. Ah On a oui, 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 l'impression. d'accord. Alors Voilà. oui, d'accord. Alors oui. Alors moi, quand je pense à synchronicité, je pense effectivement à l'intrication conçue comme ce que j'avais défini la dernière fois comme la supralité, c'est-à-dire comme un lien psychique, le jaune d'œuf, les jaunes d'œufs qui sont soudés indépendamment des distances, puisque c'est pas matériel, ça n'est pas limité par les distances de l'espace-temps relativiste, qui n'est valable que pour le blanc d'œuf. Et d'autre part, ce sont des liens de sens, parce que ce qui est psychique, c'est le sens qui, vous voyez, qui importe. Pour le jaune d'œuf, c'est des problématiques de sens. Et donc, quand il y a un sens, ça va créer, on va dire, un petit peu comme des phénomènes de résonance. Et ça fait que il va y avoir des phénomènes de synchronicité. C'est un peu comme ça que globalement je comprends les choses. Mhm. Voilà. Peut-être par exemple que ce personnage, reprenons cet exemple-là, ce personnage qui marche dans la rue, puis finalement il y a un pot de fleurs qui tombe. Imaginons qu'il ne tombe pas sur lui, mais juste devant lui, ce qui fait qu'il s'arrête. Et à ce moment-là, comme par hasard, sort d'une voiture quelqu'un qu'il connaît, et, enfin qu'il reconnaît, qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. On pourrait se dire, bah, sans le pot de fleurs, il ne se serait pas arrêté, et finalement, il ne se serait pas croisé. Oui, il peut y Donc, avoir des choses comme ça, voilà. Mais là, on va retomber dans ce que je disais initialement, à savoir l'indécidabilité. C'est-à-dire, on ne peut pas être sûr, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est... Vous oui, voyez, là, c'est laissé à l'interprétation de chacun. Et je veux dire, on peut croire, par exemple, que justement ça a été ça. Et puis moi je sais que même dans ma vie, il y a eu des trucs qui, on se dit, on regarde avec le recul et on se dit, mais ça, quand ça m'est arrivé, je trouvais que c'était juste embêtant. Mais ce que ça a impliqué, c'est incroyable s'il n'y avait pas eu ça. Mais encore une fois, c'est du domaine de la conviction personnelle. mhm, C'est pas démontrable. C'est important de se le rappeler parce que moi, oui, j'ai rencontré des gens qui étaient dogmatique sur ce genre de truc. On peut pas se permettre d'être dogmatique là-dessus. Et du coup, d'ailleurs, ok. ça restreignait leur univers mental et leur vie. Mhm. Voilà. Enfin, Après, c'est vrai que là-dessus, bon, c'est très, très terre à terre, mais en fait, des fois, on va se dire, est-ce que c'est du hasard, c'est tout simplement, est-ce qu'on est guidé, voire est-ce qu'on est téléguidé, où là, on perdrait complètement notre libre arbitre, etc. Enfin, ça fait vraiment se poser beaucoup de questions. Des fois, ça nous rend libres, ces questionnements. D'autres fois, on a l'impression d'être comme dans une forme de prison où on se dit, mais finalement, qui suis-je? Enfin, vraiment, réellement. Et justement, dans le chapitre 2, vous parlez de ce libre arbitre notamment, et je voulais savoir, est-ce qu'on a réellement justement un libre arbitre selon vous, ou nos décisions sont-elles prédéterminées? alors, sur le libre arbitre, ah, c'est le livre, mais il est en haut. Est-ce qu'on a une marge de liberté quand même? Oui, alors, déjà, je vais vous dire, ça dépend déjà des personnes, ça dépend des moments dans sa vie. C'est-à-dire, c'est pas un C'est- pourcentage et une loi universelle. Alors déjà, il y a ça. D'autre part, sur la question du libre arbitre, en fait, là où je l'ai le plus développé, c'est dans l'annexe de mon livre, je l'avais montré la dernière fois, 8 leçons pour... voilà, l'annexe donne, je crois, 5 faits, aligne 5 faits qui tendent à démontrer qu'on a du libre arbitre. Et comme je vous dis, quand j'ai examiné pas mal d'arguments là-dessus, alors d'abord de bon ton, dans le camp matérialiste, c'est normal, c'est de négationniste, c'est-à-dire de dire le libre arbitre c'est une illusion, on retombe sur l'illusion, parce que comme la matière, on ne peut pas attacher un libre arbitre à la matière, dire que la conscience a un libre arbitre, c'est dire qu'elle n'a pas les mêmes capacités que la matière, donc peut-être qu'elle n'est pas de nature matérielle. Donc ça, pas de ça, Lisette, on n'en veut pas. Ok. Voilà, donc il y a déjà ça. L'autre chose,
sur le libre arbitre, c'est que là, on fait les débats sont souvent piégés, comme je vous ai dit, c'est tout ou rien. Soit je suis libre et je suis totalement libre, ce qui est faux, soit je ne suis pas libre du tout. Le libre arbitre n'existe pas. Mais même si j'ai du libre arbitre, de toute façon, il va être limité. Mais alors, comme on est dans une opposition tranchée, c'est tout ou rien, eh bien, en général, le raisonnement qui est fait par ceux qui sont dans le camp anti-libre arbitre, c'est de montrer que dans certaines conditions, vous croyez que c'est un choix libre, mais non, je vous démontre qu'il n'est pas si libre que ça. Et donc, ça veut dire que le libre arbitre n'est pas total. Et comme on est dans l'opposition, soit c'est tout, soit c'est rien, ben si c'est pas tout, c'est donc rien. Voilà. En général, Exact. beaucoup de raisonnements totalement spécieux reposent là-dessus. Alors, il y a quand même un acquis des neurosciences et tout ça, qui est en tout cas de dire, ça il faut bien en avoir conscience, que le libre arbitre est moins étendu que ce qu'on penserait spontanément. Néanmoins, si je veux, par exemple, monter là pour aller chercher le livre que je vous avais montré la dernière fois ou pas le faire, ou si je veux faire ceci, je prends le vert ou l'orange, là je dis c'est de mon libre arbitre et on ne pourra pas me l'empêcher. Et si on me dit, ben non, c'est parce que vous avez mangé telle chose ce matin, vous avez mal dormi, vous avez je dirais non. Voilà. Il y Donc, a juste, je vais juste donner cette citation que vous avez donnée dans le livre, page 48, Schopenhauer, donc, qui affirme: «L'homme peut faire ce qu'il décide de faire, mais il ne peut pas décider de ce qu'il décide». oui. Ça m'a retourné le Alors, cerveau. oui, alors ça, c'est tout à fait en partie vrai, ce qu'on appelle l'appétence. C'est-à-dire, je suis attiré par telle chose, je dirais que la vie, elle fonctionne là-dessus. Euh, alors, moi, il y a un truc que j'appelle le lobbying sensoriel qui fait que, par exemple, la nature veut ce qui est favorable à la survie de l'espèce et de l'individu. En général, c'est lié à une sensation de plaisir, et ce qui est défavorable, c'est en général lié à une sensation de douleur, de désagrément. Et justement, pour moi, c'est une des preuves en faveur du libre arbitre que je donne, que je développe dans l'annexe des 8 leçons. Et c'est de dire, si on était téléguidé, si on était des automates, la nature n'aurait pas eu besoin de... Pourquoi elle nous donne quelque chose qui s'appelle le plaisir et la douleur? C'est parce qu'elle veut que nous allions de préférence, que nous ayons tel comportement qui va dans le sens, encore une fois, de la survie, et que nous évitions telle chose. Voilà. Et donc, c'est bien faire appel. Par exemple, si je souffre, si je commence, si je mets ma main sur une bougie qui est allumée, ça commence à me brûler, je vais la retirer. Certes, on va me dire, il y a un arc réflexe qui fait que, mais cette sensation de douleur, c'est bien fait pour dire à mon pouvoir décisionnel, si tu continues, ça va continuer, tu auras encore plus mal, donc prends la décision que tu veux. Mais c'est moi qui prends la décision. Et si je voulais, je pourrais le maintenir. Donc, c'est bien la preuve que, pour moi, c'est une des preuves du libre arbitre, ce lobbying sensoriel. Tout simplement, mon raisonnement, c'est de dire, on ne fait pas du lobbying auprès de quelqu'un qui n'a aucun pouvoir décisionnel. Quand vous savez, les lobbyistes, ils vont voir les décideurs. Ils vont pas voir le sous-fifrelin qui peut rien décider. Donc, à partir du moment où il y a du lobbying sensoriel, c'est bien parce que la nature s'adresse à une entité qui a un pouvoir décisionnel, notre esprit. Voilà, pour moi, ça c'est un argument clé. Il y a d'autres arguments, il y en a 5 au total. Mais donc c'est factuel, c'est pas un débat philosophique, machin. Je les ai regardés, j'ai pas été enthousiaste. Mais enfin bon, voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Très bien, merci. Bah, c'est ce qu'on vous demande, votre point de vue personnel, en priorité. Et il y a une partie dans l'ouvrage, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, où vous dites que tout le monde n'a pas ce libre arbitre, à cause potentiellement de problèmes, de pathologies, d'accidents, etc. Est-ce que vous pourriez nous en parler pour que les gens puissent Alors, comprendre cette partie-là? oui, alors il y a plein, dans notre vécu, alors j'appelais ça, j'avais fait dans un autre livre, la surexo, enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce schéma, mais la vie nous cabosse. La vie nous donne particulièrement, j'allais dire c'est mal fait,
quand on est dans l'enfance, on est vulnérable et c'est à ce moment-là que, vous savez, on parle beaucoup de la plasticité neuronale. Certes, il y en a, mais elle est parfois, on lit des articles, on a l'impression que tout est possible, le cerveau va se reprogrammer totalement. Je dis non. Si c'était le cas, eh bien, on n'aurait pas nos traumatismes de l'enfance n'auraient pas un tel poids L'influence. qui dure toute notre vie. Je veux dire, c'est au moment où on est malléable et ça s'imprime et après ça se fige. Et Oui, d'autre part, nous serions beaucoup moins des êtres d'habitude, comme on en parlait la dernière fois, on prend une habitude. Voilà. c'est vrai. Donc la plasticité cérébrale, elle existe, but within limits, elle a des limites. Et d'ailleurs, Mhm. on en parle surtout à propos de l'hippocampe et de la partie olfactive du cerveau. Pour le reste, il y en a, c'est-à-dire il y a de la neurogenèse, comme on dit, mais pas tant que ça. Et il y a aussi de nouvelles synapses euh, liées à nos activités, à nos intérêts. C'est pour ça qu'on dit aux gens, gardez une activité, une curiosité mentale, comme ça vous resterez jeune. Voilà, Oui. ce qui est tout à fait vrai. Néanmoins, quand on voit le poids de nos traumatismes et que parfois on n'arrive absolument pas à s'émanciper de ça, et bon, il y a plein d'exemples autour de moi. Moi-même, je suis un exemple de ça parce que dans mon enfance, on a tous eu des traumatismes. Et je dis que ça, c'est quelque chose qui vient en restriction de notre liberté. C'est-à-dire, euh, je vais vous donner un exemple. J'ai déjà observé des grandes. J'aime bien observer l'humain. J'aurais peut-être dû me faire psychologue, mais enfin bon. Euh, le, quand on voit les Il n'est grands jamais trop névroses, tard. oui, c'est vrai. Merci pour ce message plein d'optimisme. Alors, quand on voit les grands névrosés, en général, il y a une restriction de l'espace mental. Il y a une restriction. Ils vont être obsédés par un truc, par ceci, cela. Chacun a son petit vélo dans la tête, mais ça va être une obsession et le reste disparaît. Et ça, c'est une restriction du libre arbitre. Ils n'ont plus, voilà. Mais néanmoins, même ceux qui n'ont presque plus de libre arbitre en ont toujours. C'est-à-dire, ils pourront toujours décider, euh, je reprends du gâteau ou j'en reprends pas. Voilà, même si on va dire, bah, tu as décidé ça parce que ceci, cela, il y aura toujours un élément de liberté, de Mhm. libre arbitre. C'est juste que, encore une fois, il n'a pas forcément la même taille selon les individus. On est tous inégaux de toutes les manières qui soient. Et d'autre part, même pour un individu donné, ce ne sera pas selon les périodes de sa vie, la période de la journée, tout ça, c'est pas un truc qui est figé une fois pour toutes. Mais il en restera toujours. Il aura toujours une part de liberté. Et comme je vous dis, c'est un truc tout bête. Rien que le fait de pouvoir faire ça, c'est Oui, du libre arbitre. d'un coup. Voilà. Exactement. Ouais. Après, vous m'avez un peu Et donc la influencé. preuve que Pour vous lui. avez du libre arbitre, vous aussi. Oui. Donc, il n'est pas illusoire. Il peut être partiel, finalement, ce libre arbitre. Exactement. C'est pas. Ben, je dirais même, il est toujours partiel. Il est toujours partiel. Et comme D'accord. je vous dis, j'ai un argument très simple, très direct pour dire ça. Je peux décider de bouger ma main, mais je ne peux pas décider. Tiens, j'essaie de la mettre en face de la caméra, j'y arrive pas trop. Ça y est. Voilà, c'est Mais bon. je ne peux pas décider. J'ai envie qu'elle soit rouge, elle va pas devenir rouge. Mhm. J'ai envie Voilà. qu'elle mesure 3 mètres, je pourrais pas. Donc, mon pouvoir décisionnel est limité. Donc, mon libre arbitre est limité, tout Ok. simplement. C'est Bah, juste du bon sens à la limite. mhm. Et Et attendez, juste un oui, petit truc. Et c'est justement ce que je regrette et que je note aussi dans la plupart de ces débats. Ce sont des débats que j'appellerais un peu hors sol, principiels. C'est au niveau des idées abstraites. Et redescendons au niveau des pâquerettes et observons ce qui se passe. Et comme je vous dis, par exemple, le lobbying, il y a un petit. Est-ce que si j'ai le temps ou vous bien allez dire sûr. Non, non, allez-y. alors, j'ai une autre petite anecdote que j'adore et qui, pour moi aussi, est révélatrice. Vous prenez le dauphin et de façon générale les mammifères marins. Dauphin, on appelle ça un cétacé. Donc, il vit dans l'eau, mais au lieu d'avoir des branchies, il a des poumons. Ce qui veut dire qu'il est obligé de respirer. Et quand on est dans l'océan, il y a des vagues. Donc, si vous ne voyez pas les vagues venir, quand vous allez vouloir inspirer, vous allez prendre la tasse. Donc, ça pose un petit problème. Pourquoi? Parce que, comme vous et moi,
le dauphin est obligé de dormir. Ça, c'est le deuxième élément. J'en ai 5, comme je vous dis sur le truc, c'est le deuxième fait. Et alors donc, il se trouve que le dauphin ne dort, quand il dort, ne dort non pas d'une oreille, mais d'un seul hémisphère cérébral. Il a un hémisphère qui est au repos et l'autre qui reste à l'état conscient. Et au bout de 20 minutes, on change de côté. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est une question de survie. S'il dormait vraiment, il n'aurait plus le pouvoir décisionnel de se dire attention, il y a une vague qui arrive, il faut que je ferme ma narine pour pas boire la tasse. Il faut que je m'arrête d'inspirer. Et donc c'est bien la preuve que le mental a un rôle actif, causal et est capable de décision. Vous voyez ce que je veux dire? Rien qu'un fait comme ça. S'il n'y avait pas de libre arbitre, si on était tous sur autopilote, la nature n'aurait pas eu besoin d'inventer un demi-sommeil du dauphin. Voilà. En fait, il y a plein de faits comme ça. Vous avez le système nerveux sympathique et parasympathique. Le parasympathique gère des questions automatiques et qu'il faut surtout pas laisser au hasard d'une décision, et donc c'est pas conscient. Voilà. Alors que ça fait appel a priori au système nerveux. Pourquoi c'est pas conscient alors que d'autres réactions neuronales contribuent à la conscience? Là aussi, c'est une bonne question. Je vous écoute. Justement, on va rebondir sur la conscience. Quand vous me voyez en fait regarder de ce côté, c'est que j'ai ma liste de questions et il y a des fois je me dis bon, vous avez répondu à celle-ci, vous avez répondu à celle-ci, donc j'avance comme ça en fait. C'est pour ça que j'ai ce parfois, regard. je me dis que je suis peut-être trop long dans mes réponses. Non, je prépare la suite pour essayer de suivre. Okay. Et justement, comme vous avez parlé de conscience, on va faire un petit tour de ce côté-là. Peut-on dire que la conscience a un rôle dans la mécanique quantique en fait? Est-ce que l'observateur joue un rôle? Ah oui, alors pour moi, c'est une des grosses. Alors, d'ailleurs, on en a déjà parlé la dernière fois, mais pour moi, c'est une des grosses erreurs d'interprétation. C'est-à-dire, certes, il a un rôle à certains moments parce qu'il est capable de concevoir un instrument macroscopique de mesure qui a un détecteur, j'ai insisté sur le rôle central de détecteur la dernière fois, et de faire dans son laboratoire, toute une mise en scène pour essayer, par exemple, de savoir si tel électron tourne dans un sens ou dans l'autre. On appelle le spin. Là, s'il n'était pas là, jamais cette expérience n'aurait eu lieu et jamais on n'aurait vu ça. Néanmoins, dire que c'est parce qu'il prend conscience qu'il regarde, qu'il regarde, observateur de l'expérience. C'est parce qu'il, justement, on confond observation et regard et mesure. Et mesure, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, on généralise, du coup, on noie le poisson et on fait croire que. Mais par ailleurs, si la particule qui était, alors je vais reprendre allez, tiens, je vais prendre rose. Non, on va prendre ça, voilà, vert et rose. Parfait. Si on prend vert et rose, eh bien, donc mon électron, il a ces deux couleurs possibles. Mais tant que je ne l'ai pas mesuré, il est dans un état superposé, donc il est un mélange de ces deux couleurs. Quand je le mets dans mon... et il ondule. Quand je le fais passer dans mon instrument de mesure et qu'il est confronté au détecteur, que va faire le détecteur? Le détecteur, c'est comme une lame, là, on va faire. Quand mon électron, qui est étalé sur deux couleurs, va arriver, comme il est étalé, eh bien, le détecteur a capacité à le découper. Oui. Donc, il ne va pas garder deux couleurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va choisir soit je suis rose et à ce moment-là, il va passer au-dessus et il ne sera pas découpé, ou soit il se dit, je vais devenir entièrement vert et ça va être pareil, il va passer en dessous et le détecteur ne va pas le découper. Ce qui est, puisque la nature lui interdit de se laisser découper, ce qui est d'ailleurs au cœur de la quantification. J'appelle ça le principe de quantition, qui interdit à une particule de se laisser découper. C'est-à-dire, soit elle est entière, soit elle se transforme en autre chose. Et quand on va me dire, eh bien, on a retrouvé des bouts de photons, il y en a un qui est ici et là, eh bien, il continue à être
ensemble. Et le critère, c'est que comme ce sont c'est un paquet d'ondes, eh bien par exemple, le bout de paquet d'ondes qui est parti d'un côté et celui de l'autre côté sont capables d'interférer entre eux quand on les réunit. Et le découpage en termes ondulatoires, c'est quand un bout de paquet d'ondes est dissocié d'un autre et ils ne sont plus capables d'interférer mutuellement. C'est un truc très précis, un critère ondulatoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un truc très précis. Alors, ce que je veux dire, c'est une erreur de croire que mon paquet d'ondes, mon électron, est devenu tout vert parce qu'il y a un observateur conscient qui l'observait. Non, ça c'est totalement faux. Et par exemple, si on veut prendre le chat de Schrödinger, vous savez ce qui se passe dans le chat de Schrödinger, je pense que tout le monde a une idée, mais peut-être que je vais en parler un peu. Le chat de Schrödinger, c'est un chat, jusque-là ça va, qui est enfermé dans une boîte opaque. Dans cette boîte opaque, il y a un système un peu diabolique, un système qui est basé sur une matière radioactive, sur, on va dire, un atome radioactif qui a, dans l'heure qui suit, a 50 chances sur 100, une chance sur 2 de se désintégrer, une chance sur 2 de ne pas se désintégrer. Et il y a un système dans cette boîte opaque qui fait que si jamais il se désintègre, il y a tout un mécanisme qui va injecter un gaz mortel dans la boîte enfermée et le chat va mourir sur le champ. Voilà, on fait l'expérience, on enferme le chat et puis au bout d'une heure, on sait qu'il a 50 chances sur 100, qu'il a une chance sur 2 d'être vivant si on ouvre la boîte et une chance sur 2 d'être mort. Alors ce que dit une certaine interprétation, c'est que le chat était dans un état comment dire, double, c'est-à-dire superposé, comme je ne sais pas, comme j'ai pas observé Tant qu'il est l'atome. dans la boîte et comme elle est fermée, on ne peut pas savoir s'il est mort ou vivant. Donc Voilà, il est potentiellement dans les deux états à la fois. c'est ça. D'après une certaine interprétation de la physique quantique, on va dire qu'il est une superposition. Et il est une superposition chat vivant plus chat mort. Mais ce n'est qu'au moment, l'état superposé, comme mon Exactement, qui est comme la avant que je le particule mesure, qui est verte et rose en même et temps, rose avant que je la jusqu'à mesure. temps qu'on la mesure, et à ce moment-là, il y a ce Absolument, choix qui se fait. Ok. exactement. Et c'est au moment où je vais ouvrir la boîte, donc je l'observe. Alors, comme je suis un observateur conscient, ça va occasionner une réduction du paquet d'ondes, un saut quantique, et là, mon chat va devenir soit Mort, euh, soit vivant. mort, soit vivant. Alors qu'avant, il était une superposition qui n'avait pas pris, en quelque sorte, qui n'avait pas pris position. Les deux étaient possibles. Alors, pour moi, je ne souscris absolument pas à cette interprétation. J'en ai aussi parlé dans certains de mes écrits, j'ai expliqué en fait, mais bon, on ne va pas tout faire ici, mais en gros, ça revient à dire que bien que je n'ai pas observé l'atome radioactif, je ne sais pas si, mais dans le laps de temps, 1 heure où j'ai attendu, soit il s'est désintégré et le chat est déjà mort, et quand je vais ouvrir la boîte, je vais juste vérifier le chat est bien mort, soit il ne s'est pas désintégré et le chat a survécu, et quand je vais ouvrir la boîte, il a survécu. C'est-à-dire ce qu'il faut voir déjà là-dedans, c'est que le facteur déclencheur, c'est pas l'observation du chat, ça devrait être l'observation de l'atome. C'est l'atome qui est dans un état superposé, c'est pas le chat. Si j'observe le chat, j'observe pas l'atome. Donc déjà dans cette interprétation, on s'aperçoit que ça colle pas. La seule chose qui pourrait prendre position, c'est si j'observais l'atome. À ce moment-là, observant l'atome dans cette interprétation, je le forcerais à soit se désintégrer, soit à pas se désintégrer, alors que jusqu'à présent, il était une superposition des deux. Et du coup, ça ferait mourir ou ça ferait laisser en vie le chat. Mais c'est pas le chat le chat, lui, son état n'est que la conséquence de l'état de l'atome. Donc, on voit tout de suite que ce raisonnement, et c'est quand même curieux, j'ai vu plein de discussions et personne, a priori, ou alors j'ai rêvé, il faut que je me vérifie, là, que je me pince pour vérifier que je suis bien, que j'hallucine pas. J'ai vu personne qui donnait ce genre d'argument, qui, quand on réfléchit, est évident. Il y avait cette idée-là que quand on regarde des particules,
Elles Oui. sont tout le temps en mouvement et apparemment on peut pas connaître à la fois la position et la vitesse. À un moment Alors, donné pour oui, alors ça effectivement, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mmh. dans nos débats. Je vais expliquer. Là, il faudrait, mais bon, c'est que en fait, par exemple, quand on parle de la vitesse, en fait, d'ailleurs, c'est pas tout à fait la vitesse, c'est la quantité de mouvement, mais ça revient au même, c'est P égale mv. Quand on est dans les vitesses non relativistes, la vitesse et la quantité de mouvement sont proportionnelles. C'est seulement quand on se rapproche des vitesses relativistes que là, ça devient un peu différent. Mais donc, on va ignorer cette petite nuance. Alors, il se trouve que euh, au sein, on va prendre une particule qu'on va décrire par un paquet d'ondes. Si on peut la décrire par un paquet d'ondes, ça veut dire c'est un ensemble d'ondes, ça veut dire qu'elle n'est pas en lien d'intrication avec autre chose. Dans ce cas-là, Mmh. voilà, hein, là encore, on va faire une simplification. Cette Merci. particule en paquet d'ondes, elle sera d'autant plus le nuage, c'est un espèce de nuage vibratoire. Ce nuage vibratoire sera d'autant plus concentré spatialement que les vitesses seront dispersées. C'est-à-dire, en fait, la concentration, en fait, cette relation de Heisenberg s'explique tout simplement par le jeu de l'interférence ondulatoire au sein des ondes d'un même paquet d'ondes. Et c'est-à-dire, il y a plusieurs façons d'interférer. Quand on veut que le produit d'interférence concentre la plupart du paquet dans un volume petit, il faut une plus grande diversité des vitesses. Et dans ce cas-là, on a une moins grande dispersion en, en position qui s'obtient au prix d'une plus grande dispersion des vitesses. C'est Mmh. ça que nous raconte le principe d'incertitude de Heisenberg. Et c'est pas autre chose. Et inversement, si toutes les particules sont très concentrées en vitesse, eh bien, elles vont, leur interférence, l'aspect spatial de leur interférence va être relativement inefficace, et donc le paquet d'ondes, lui, va s'étaler. Donc vous allez avoir une grande concentration en vitesse Mmh. qui va engendrer une grande dispersion spatiale. Et là encore, on va retrouver la relation d'incertitude de Heisenberg. C'est-à-dire, plus on va concentrer l'un, plus il faut distendre l'autre. C'est ça que nous dit les relations, le principe d'incertitude de Heisenberg. C'est même pas une incertitude, c'est juste une conséquence, et ça aussi c'est pas compris, on fait une mystique, on se dit c'est quoi ça? C'est tout simplement une conséquence des règles de l'interférence ondulatoire. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a pu le démontrer mathématiquement. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Il n'y a rien d'autre. Alors, il y en a une autre qui est un peu plus bizarre, qui est qui n'est pas du même type, qui est la relation d'incertitude temps-énergie, là, qui a trois interprétations possibles. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que si on connaît, si on creuse la chose, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on a des entités qui sont ondulatoires, on a forcément la relation d'incertitude de Heisenberg. Tout simplement. C'est pas quelque chose qui est surajouté, ça n'a rien de mystique. Voilà. OK. J'aime bien quand on rend rationnel ce qui pourrait sembler irrationnel au premier abord. Absolument. Donc Voilà. Parfois, c'est juste par ignorance que on dit c'est irrationnel. Il y a eu ça, par exemple, quand on a parlé de l'antimatière. mmh. L'antimatière, il y a tout un truc sur l'antimatière. Je ne Ah vous dis ouais? pas. J'en ai vu des documentaires sur l'antimatière, ça me fascinait. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc étrange, bizarre? Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Alors, pour poursuivre, avant la fin de l'émission, je voudrais qu'on aborde le cerveau, l'énigme du cerveau conscient. Et ma question est, d'après vous, le cerveau ne produit pas la conscience, mais en serait plutôt un relais. Est-ce que vous pourriez expliquer ça? Un relais de la conscience. Et à cette idée, de ce que j'en ai compris, c'est pour excusez-moi pour l'image, mais je me suis dit: «Le cerveau, c'est finalement comme un modem qui capterait la 5G, mais cette 5G ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur». Il y a Oui, cette idée-là. alors, C'est mon oui. résumé, vite fait. Écoutez, bel effort, bel Merci. effort. Écoutez, on va vous donner une note d'encouragement, on va vous donner 15 sur 20, c'est pas mal quand même. Merci beaucoup.
Voilà. Si vous pouvez me réexpliquer cette partie-là, s'il vous plaît. Oui, oui. J'adore et j'adore en plus les façons, j'allais dire, un peu maladroites d'exprimer les choses parce que ce sont très vraies et en fait, elles sont pas si bêtes que ça, elles sont Ah pas ben si merci. maladroites. Voilà, donc, Ok, et en plus, il y a une fraîcheur là-dedans. J'adore ça, merci. j'adore. Non, si on reste qu'entre scientifiques, ça va être chiant. Voilà, voilà ce que j'en pense. Alors, si vous voulez, il y a deux ou il y a trois. Il y a trois, on va dire qu'il y a trois positions bien, Bien établi, bien. bien établies. La première, c'est le matérialisme, alors avec toutes les nuances, hein, au sein d'une même famille, il y a plein de nuances infinies. Vous savez, les philosophes, ils adorent ça, ils prennent le truc, ils vont couper les cheveux en quatre et tout ça. Au bout du compte, qu'est-ce qu'ils ont amené à la réflexion de fond? Rien. Mais ils se sont fait plaisir, ils ont créé, ils ont tout mis dans des petites catégories. Alors, donc le premier, c'est le matérialisme qui dit, pour faire simple, la conscience, c'est une illusion qui est créée par l'activité cérébrale. Le cerveau, ça tourne là-bas dedans, donc vous êtes conscient. Mais c'est évident. Enfin, c'est évident que c'est ça. Bon, moi, j'ai eu beau me forcer, je n'arrive pas à y croire. Me dit, c'est du boniment. Pour moi, c'est, vous savez, le boniment de foire qui vous dit, mais c'est Mhm. exactement la comparaison que je dis, et ça va, je suis sûr que ça va plaire à beaucoup de monde, c'est de dire c'est comme le prestidigitateur qui vous montre un chapeau de forme bien noir. Il vous montre Oui, et il le montre. Vous voyez, il est vide. Il fait un oui. tour de passe-passe et 2 minutes après, il y a un magnifique lapin Lapin tout blanc, blanc, bien immense. vivant, qui en Oui, sort. oui, Voilà, pour moi, c'est un peu du même genre, c'est ça. le matérialisme. Alors l'autre chose, la deuxième chose, c'est le point de vue, j'allais dire spiritualiste, qui se défend, qui fait un peu un amalgame, je dirais, entre la notion d'âme, de conscience, d'esprit et d'âme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui serait donné directement par le Dieu Tout-Puissant. À un moment, voilà, donc ce qui est du domaine spirituel, c'est du domaine, le mot que j'utilisais la dernière fois, transcendant, Transcendant. c'est-à-dire c'est en dehors de notre réalité, c'est en dehors du monde manifesté, c'est autre chose. Alors ça, j'ai réfléchi aussi à ça et je me suis dit, pour moi, le singe, le cochon, le rat, le serpent, la mouche, même la mouche, ont un tout petit peu de la même chose. Et j'ai du mal à me dire que chaque fois, il y a un bon Dieu, même s'il est capable de faire plein de choses, qui a donné ça à tout le monde. Donc je me suis dit, euh, alors contre le matérialisme, j'ai fait l'hypothèse que la conscience était de nature immatérielle, et contre ce spiritualisme-là, donc qui fait de la conscience quelque chose de transcendant, en dehors de notre monde. J'ai fait l'hypothèse que c'était en fait immanent. Immanent, c'est le terme philosophique pour dire que c'est un contenu de notre monde. Voilà. Mhm. Donc, c'est ça que vous définissiez la dernière fois comme la thèse ou la théorie immatériel et immanent. Donc, je suis contre le matérialisme et je dis que c'est immatériel. Je suis pas convaincu, en tout cas, c'est pas contre, mais pas convaincu d'un côté ni de l'autre, les deux extrêmes. Je suis contre le spiritualisme et je dis que c'est immanent. Donc, je suis en fait à mi-chemin entre ces deux extrêmes et je dirais que beaucoup de ceux qui refusent le matérialisme aujourd'hui euh, il y a une espèce de consensus mou sur le fait que la conscience, le cerveau est à la conscience ce qu'un poste de télévision ou de radio est à une émission télévisée et tout ça. C'est-à-dire c'est un filtre qui va capter dans l'espèce de magma spatial général quelque chose. Et donc finalement, mon esprit, c'est que mon cerveau va rediffuser le Voilà. canal sur lequel je suis branché. Il va Alors, capter et relayer c'est la ça, voilà. conscience. Voilà. Mm. Et donc, je vais dire, c'est ma conscience. Mais en fait, non, c'est mon cerveau qui est filtré. Alors, j'ai Mm. déjà une première. Alors, je ne mange pas non plus de ce pain-là. J'ai une première objection là-dessus parce que, bon, je côtoie évidemment des gens, comme on est quand même dans on va dire, dans des théories un peu
parallèles, on n'est pas très éloigné quand même. Je côtoie beaucoup de gens qui sont de cette conviction et je leur dis gentiment, pour un poste de télévision et un poste de radio, on sait pourquoi ça va capter, on sait voilà, on sait ce qui se passe, on sait expliquer pourquoi le poste de radio est pas le marqueur, pas le livre, va capter ce champ de conscience générale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette idée, pourquoi pas, mais quelqu'un qui a une sensibilité de chercheur comme moi se dit, c'est bien gentil, parce que j'entends parler de ça, mais ça fait des années, et personne ne va plus loin. C'est-à-dire, on se dit, jamais on ne pose la question, est-ce qu'on pourrait aller plus loin du genre, est-ce qu'on pourrait commencer à essayer de comprendre pourquoi le cerveau, pas mon foie, pas mes mains, pas le staphyloboss, pourquoi l'un et pas l'autre? Au moins, même si c'est pour dire, on ne le sait pas, mais au moins, commencer à se questionner dans ce truc-là et peut-être commencer à suggérer comment on pourrait prendre le problème et peut-être c'est comme ça que la recherche avance. Mais chaque fois qu'on a posé ça, et j'ai encore entendu une conférence de quelqu'un que je ne citerai pas justement de cette obédience, le cerveau est un filtre, point. Et d'ailleurs, un tel l'a dit, ils se répètent tous entre eux et jamais le moindre questionnement, pas pour dire c'est vrai ou c'est faux, mais pour dire voilà comment on pourrait essayer de le justifier, de le tester, de tout ça. Voilà, on reste au degré zéro. Voilà. Donc, voilà. Alors, de mon côté, pour moi, la conscience, c'est comme une grande structure faite à partir d'un matériau de base. Le matériau de base, c'est celui dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est la partie que j'appelle endocausale d'une particule élémentaire, le jaune d'œuf, dans cette métaphore de la particule élémentaire, comme un œuf poché, il y a le blanc visible qui est matériel, qui est exocausal, c'est-à-dire qu'il est déterministe, et à l'intérieur, il y a un pouvoir décisionnel, le jaune, donc il est endocausal. Et donc je dis que le cerveau a fait deux choses en termes de cerveau conscient. La première chose qu'il fait, c'est qu'il est capable de réveiller ce jaune d'œuf. J'ai dit la dernière fois, jaune d'œuf, en temps normal, il dort. Les seuls cas de figure où il se réveille, en fait il y en a deux, mais je le dirai tout à l'heure, le grand cas de figure où il se réveille, c'est quand justement on va utiliser son état superposé, ce truc, pour l'envoyer sur un piège qui va chercher à le déchiqueter, à le briser, alors qu'il n'a pas le droit de le faire. C'est la quantition. C'est pour ça que c'est une particule quantique. Et comme il n'a pas le droit, c'est à ce moment-là qu'il y a ce saut quantique, justement. Absolument, absolument. Okay. Et donc, le jaune d'œuf, dans ce cas-là, c'est comme, si on voulait dire, imaginons que quand on est dans cette situation, il y a une alarme interne à la particule qui retentit et qui réveille le jaune d'œuf et qui lui dit attention, il va falloir prendre une décision, décider d'aller soit en haut, soit en bas, soit tourner dans un sens, soit tourner de l'autre. Et à ce moment-là, de façon très fugace, je dirais, le jaune d'œuf est réveillé. Alors ça, c'est la première chose. Et comme il est réveillé, si mon état de conscience doit durer un certain temps, ça veut dire que c'est des flux de jaune d'œuf réveillé. C'est pas statique, c'est des flux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la conscience, elle est toujours en train de bouger, parce que ce sont des flux, c'est quelque chose de dynamique. Voilà. L'autre chose, c'est que le jaune d'œuf est très peu conscient. Je compare toujours avec la lumière, et je dis d'ailleurs, le cerveau est une lampe à conscience. Au lieu d'émettre de la lumière, il va émettre de la conscience. Donc, il va réveiller le jaune d'œuf d'une partie de la matière qui est en lui, de façon dynamique, c'est-à-dire par flux, et d'autre part, il va utiliser la soudure qui s'appelle l'intrication, ou que moi, donc la soudure des jaunes, c'est la supralité, mais dont l'effet physique, c'est l'intrication, qu'on appelait aussi la non-séparabilité, que les Canadiens appellent l'enchevêtrement, et on parle aussi de non-localité. Vous voyez, on ne manque pas de vocabulaire. C'est vrai. Et donc, si vous mettez ensemble, vous les reliez beaucoup de jaunes d'œuf par
ce lien supral, comme je l'appelle, ce lien d'intrication, eh bien, vous allez former de grands agrégats. Et ces grands agrégats vont être tels que le niveau de conscience qui est extrêmement ténu au niveau d'une particule élémentaire individuelle va devenir grand. Non seulement ça, mais comment dire, cette structure spatiale, topologique, combinatoriale, ou je sais plutôt comment on dit, liée à tous ces liens, fait que cette structure va me permettre d'emmagasiner de l'information. Et si, par exemple, je vois quelque chose d'une certaine couleur, il faut que je mette c'est parce que mon cerveau va, à partir de là, de l'influx nerveux reçu, va fabriquer des structures, donc utilisant le lien supral, global. J'avais mis ça, bon, j'ai des croquis là-dessus. Dans le livre précédent dont on a parlé, qui s'appelle euh, L'univers quantique, enfin expliqué. Ah, l'information suprale. Okay, voilà, c'est ça, voilà. Voilà, c'est ça. Ben, c'est des petits circuits comme ça. Et ces circuits-là, selon leur forme, vont emmagasiner des informations différentes. C'est ce que j'appelle un suprêle. C'est comme un pixel de l'esprit. C'est l'unité d'information suprale. Et comme je disais la dernière fois, ce qu'on appelle les qualia, le fait que le rouge soit rouge, que je perçois des sons aigus et tout ça, c'est lié, selon moi. Le cerveau va transformer les informations reçues par le flux nerveux dans des circuits comme ça qui vont emmagasiner cette information dans le langage du mental. Et une fois que c'est formé, c'est encore inconscient, ça va aller dans des zones du cerveau où il y a ce que j'appelle des paralgènes qui vont réveiller ce circuit. Et là, je vais voir que effectivement, j'ai une pomme rouge devant les yeux, par exemple. Voilà, donc c'est un truc en deux temps, et grâce à ça, il y a ce que j'appelle le modèle de l'iceberg cognitif, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grâce à ce genre de schéma, j'arrive à comprendre des mécanismes neuronaux ou cognitifs qui, pour autant que je sache, n'ont pas été compris jusqu'à présent. Donc ça m'ouvre à des explications qu'on n'a pas sinon. Donc c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, c'est que ces suprêles, c'est-à-dire cette transformation, cette transduction, je sais pas, il y a un mot pour dire ça, transformation d'un flux nerveux en langage du mental, image mentale, pensée, et ainsi de suite, son, eh bien, ça se fait sans doute au niveau de ce qu'on appelle les colonnes corticales qui ont été découvertes par un certain Mountbatten, c'est-à-dire il y a plein de petites structures très denses, compactes, dont je crois, on ne sait pas à quoi ça sert aujourd'hui. Et ça servirait justement à fabriquer, à concocter les suprêles qui vont informer mon esprit du monde qui m'entoure. Voilà. Et jusqu'à présent, on n'a pas su pourquoi, parce que justement, on n'avait pas cet outil conceptuel. Hein, c'est là où on voit qu'une théorie, parfois, est en amont d'une vérification expérimentale. L'expérimentation ne fait pas tout. Alors, donc, pour résumer, le cerveau a deux grands atouts, à mon avis. D'une part, il a des structures qui vont réveiller le jaune des particules élémentaires. Alors, il faut s'attendre à ce que ce soit au niveau des canaux ioniques qu'on trouve au niveau post-synaptique. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai des idées assez précises de là où il faut les chercher. Donc, et j'appelle ça des paralgènes, parce que comme l'état où de l'holomatière, ça c'est mon jargon, mais je le rappelle un tout petit peu, l'état de l'holomatière, c'est-à-dire cette matière enrichie du jaune d'œuf, cet état où l'holomatière où le jaune d'œuf devient actif, je l'appelle l'état paral. Donc ça génère du paral, et c'est pour ça que j'appelle ça des paralgènes. Et ces paralgènes sont connectés entre eux de telle façon à ce que ces différents jaunes d'œufs qui sont allumés en quelque sorte sont connectés entre eux et vont, par effet de masse, vont créer un sentiment de vraie conscience. Je compare, si je dis, je reviens juste sur la métaphore de le cerveau est une lampe est une lampe à conscience, c'est exactement la même chose. Quand il y a très peu de jaune d'œuf qui est réveillé, c'est comme une lumière, une lampe qui émettrait très peu de photons, on ne verrait pas la lumière. Et il y a toutes les gradations. Et par exemple, quand on dort,
même quand on rêve, on a une activité cérébrale, mais elle est ténue et donc on n'accède pas à la pleine conscience. Il y a une activité mentale, mais elle est inférieure. C'est comme une lampe dont on a baissé qui émet beaucoup moins de lumière et il arrive un moment où on est à la limite du visible et de l'invisible. Voilà. Donc c'est ça ma théorie et elle est potentiellement testable. Potentiellement testable. Voilà. Oh, très intéressant. Je voulais juste rappeler un truc que j'ai oublié de dire Oui. juste avant. C'est qu'à cause du lien supral, c'est-à-dire du lien d'intrication, et je vous ai dit que ça se fait en interne, mais ce lien, lui, est indépendant des distances. Ce qui veut dire que quand j'entends dire par certains que le cerveau, la conscience est plus large que le cerveau, elle va en dehors du cerveau, je suis tout à fait d'accord. Et par exemple, ça se voit dans des phénomènes tels que la télépathie et tout ça. Donc, Oui. quand ce que je veux dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pas contre ma théorie, au contraire, si jamais j'avais raison, ça le démontrerait. Dans le mot Oui, transcendance que vous avez abordé oui, tout à l'heure, qui dépasse l'expérience ordinaire. En fait, oui. pour vous, il n'y a pas de connotation mystique dans ce terme-là. Et donc ma question, c'est est-ce que le monde quantique ouvre un espace à cette transcendance? Alors, alors, bonne question, parce qu'effectivement, c'est une question importante et sur laquelle il est important que je m'explique. Ce que je vous dirais, alors effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, dans ma démarche, j'ai fait, bon, on a toujours des préjugés, mais j'ai pris soin au maximum de ne pas me laisser coincer dans des préjugés, des a priori, ce que les Anglais appellent hidden agenda. Et moi, j'en connais qui mènent des combats contre, par exemple, le matérialisme, mais au fond d'eux-mêmes et qui n'osent pas dire, c'est parce que ils vont croire à tel bon Dieu ou tel truc. Moi, j'ai mis ça, je me suis dit, je vais juste raisonner et je vais aller là où mon raisonnement et mon étude de la physique quantique et tout ça va m'amener. Alors j'ai lu des philosophes, j'ai lu tout ça, j'ai j'ai une démarche que je pourrais appeler entre guillemets de conceptualiste. J'ai cherché des concepts qui me semblaient intéressants pour aller plus loin. Alors, concernant la transcendance, eh bien, ça reflète un petit peu ma démarche, c'est-à-dire, c'est dans ma lecture de la physique quantique, à cause du jaune d'œuf, à cause de la notion d'endocausalité que je mets au cœur du jaune d'œuf, eh bien, effectivement, ça m'a amené à presque à postuler, en tout cas, c'est comme une asymptote, si vous voulez. Vous avez un truc qui vous montre une direction, et au bout de cette direction, pour moi, il y a la transcendance, mais je ne l'ai pas posée au départ. Je l'ai pas établi au départ, mais effectivement, cette notion d'endocausalité, c'est-à-dire de pouvoir décisionnel, m'a amené là. Alors, je vais peut-être expliquer pourquoi. C'est-à-dire dans notre monde qu'on appellera le monde manifesté, c'est-à-dire le monde immanent, et par opposition à la transcendance, il y a donc pour moi de l'endocausalité, mais cette endocausalité est partielle. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire je peux décider de modifier, de bouger ma main, machin, mais je ne peux pas décider d'avoir La main violette. voilà la main violette, exactement. Voilà, c'est donc mon pouvoir endocausal est limité. Et je me suis dit, quand on a de l'endocausalité partielle, c'est quand même bien tentant de se poser la question, que se passerait-il si j'avais une endocausalité totale? Je l'appelle urcausalité, UR, UR, qui veut dire total, primordial en fait. Et donc ce serait une endocausalité qui ne serait pas limitée par une exocausalité comme c'est le cas dans notre monde. Ce qui veut dire que une telle entité pourrait décider, par exemple, si elle fait 10 cm, elle pourrait décider de faire 2 angstroms et carrément de disparaître. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où je postule l'urcausalité, donc l'endocausalité totale affranchie de toute exocausalité, eh bien, j'ai une entité fluctuante qui fluctue entre l'être et le néant. Parce que si elle fait 10 cm et qu'elle se diminue, d'abord, dans le domaine de l'urcausalité, c'est un domaine de la réversibilité. Ce qui est irréversible dans la nature, c'est quand il y a de l'exocausalité.
Donc, c'est de l'irréversibilité. Donc, toute transition qui me fait passer, par exemple, de cet être que je considère qui a 10 centimètres à 0, eh bien, est réversible, c'est-à-dire de la même manière, je suis obligé d'admettre qu'il existe des transitions possibles entre le néant et cet être. Donc, pour moi, quand on pose la question pourquoi il existe-t-il quelque chose plutôt que rien, eh bien, une entité urcausale est un intermédiaire indispensable entre l'être et le néant. Et donc, pour moi, en plus, ontologiquement, ou par rapport à la question de Leibniz, quand on l'a attribué à Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Eh bien, avec cette notion d'urcausalité, on a fait un pas dans la bonne direction. Et en plus, si nous, ça nous pose un problème, on se dit, mais comment peut-il y avoir quelque chose plutôt que rien? C'est à cause de l'exocausalité. C'est ça qui rigidifie les choses et qui crée un gap infranchissable entre l'être et le néant. Mais si vous faites sauter l'exocausalité qui est rigide, eh bien, il n'y a plus de différence infranchissable. Donc, vous avez déjà fait un pas vers la résolution, vers une réponse à cette question. Ce qui, pour moi, est un encouragement, et je me dis, ben, peut-être cette notion d'endocausalité qui est quand même au cœur de ma démarche, eh ben, c'est peut-être la bonne notion qui va nous permettre de comprendre beaucoup plus de choses qu'on l'a fait jusqu'à présent. Voilà. J'aime beaucoup vous. En fait, c'est une belle image, c'est une belle idée. Vous invitez les gens à garder l'esprit ouvert. Même vous, finalement, vous avancez au fur et à mesure de vos recherches. Vous créez des passerelles entre les différentes disciplines. Et je trouve ça très beau. C'est vraiment un beau message à la fin. De continuer à se poser des questions sur le monde qui nous entoure, mais de s'autoriser à aller plus loin que justement, ce qui va être dogmatique ou ce qui peut faire peur, etc. Et vraiment, vous vous laissez porter. Donc, on a hâte de voir le prochain livre, de le découvrir, de voir jusqu'où Ouais. vont vous amener vos questionnements. Vraiment, j'aime beaucoup. Et surtout, j'aime bien aussi cette idée que vous montrez par vos recherches, c'est de ne jamais avoir peur de se poser des questions et d'obtenir des réponses. Des fois, on peut avoir peur des réponses. Donc, et Oui. vous avancez. J'aime vraiment beaucoup. Juste, je rappelle, on parle du livre Du hasard quantique à la conscience, même si tous les livres sont liés comme beaucoup de choses sur cette planète et ailleurs. Donc, il y a eu pas mal de notions que vous pouvez retrouver dans la conscience quantique et l'au-delà, notamment ce fameux lexique où on parle de l'urcausalité, etc., de supralité. Tout est expliqué dans ce premier ouvrage qu'on a abordé ensemble. Et on a l'univers quantique enfin expliqué. Si vous voulez vraiment vous poser et intégrer toutes les notions en douceur, moi, je vous conseillerais celui-ci. Je l'aime beaucoup. J'étais contente de les suivre dans cet ordre-là, mais j'aime beaucoup ce deuxième. Et là, celui-ci, c'est juste une ouverture sur l'inconnu. J'espère bientôt pour être connu. Alors, c'est juste marrant, je fais un petit commentaire parce que je pensais que le livre le plus accessible, je ne parle pas du dernier, mais les deux précédents, je pensais que c'était vraiment l'au-delà. Voilà, je pensais que c'était celui-là et vous m'avez dit que le premier chapitre était difficile et là, j'ai été très surpris et je pensais que l'univers quantique enfin expliqué était beaucoup plus ardu et difficile. Et vous me dites que, vous voyez, non, mais c'est marrant parce que en tant qu'auteur, on se fait des idées qui sont pas forcément justes. Ouais. Après, dites-moi les amis, hein, n'hésitez pas à laisser votre commentaire si vous avez lu ces ouvrages. À ce moment-là, vous regardez la vidéo ou après, prenez le temps de revenir et laissez-moi un commentaire. À votre avis, lequel pour vous est le plus accessible? Est-ce que c'est celui-ci, comme pour moi, ou celui-ci? Mais ça se voit avec les post-it. Quand j'en mets beaucoup comme ça, il faut que je revienne dessus, que je prenne le temps. Donc là, il y en a pas mal, là, il y en a moins. Oui, effectivement. Oui. Après, vous savez, peut-être que c'est parce que j'avais lu le premier qui m'a paru difficile, mais qu'au final, comme vous l'avez expliqué lors de la deuxième émission, il faut aussi prendre le temps de laisser poser les notions, de les intégrer. Donc c'est pour ça que ça m'a paru plus facile. Oui, et je pense que c'est peut-être l'occasion de rappeler que si on ne comprend pas tout en première lecture, il faut se prendre avec beaucoup de gentillesse, j'allais dire de bienveillance. C'est normal pour quelqu'un qui n'est pas scientifique, qui ne connaît pas la science, et donc se dire j'ai compris plus de choses que je ne crois l'avoir fait. Et en deuxième lecture, eh bien, il y a des choses sur lesquelles on avait coincé qui paraissent évidentes. C'est toujours comme ça. Exactement. Ma petite dernière question, si une lectrice ou un lecteur devait retenir une chose sur ce livre-là, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de cet ouvrage-là? Alors, une idée. Une idée.
Il y en a plein, mais une, celle qui vous vient tout de suite au feeling. Alors, moi, je dirais peut-être que parfois des préjugés qu'on a ou des jugements trop rapides nous empêchent d'aller plus loin. C'est-à-dire, par exemple, si on a des idées toutes faites sur la nature du hasard, sur la nature de la conscience, et bien du coup, on se met des prisons qui nous empêcheront d'évoluer. C'est un peu ça. C'est-à-dire, en fait, c'est presque un peu un combat contre les croyances de façon générale. C'est-à-dire, même si on croit des trucs, par exemple, moi j'ai tendance à croire à toutes ces choses-là que je développe, mais je prends soin, pas pour me dire que je suis plus vertueux que les autres, mais je prends soin toujours de me dire, il faut que je garde une petite part pour le doute. C'est comme inviter quelqu'un à votre table qui n'est pas là, c'est la petite part du doute et il faut qu'elle reste là parce que sinon on s'investit l'ego dans un truc et c'est plus la vérité qu'on cherche, c'est d'avoir raison. Et ça, alors ça, c'est terrible. Et donc, c'est très, très important. Et quand on voit les guerres de religion, quand on voit plein de trucs, on se dit, mais on est là-dedans, dans l'ego. Les gens sont investis là-dedans, ils ont la vérité. Donc, on va détruire l'autre qui n'a pas la même vérité, et ainsi de suite. C'est terrible. Et donc, c'est ça. Il s'agit pas de douter de tout, d'être nihiliste et tout ça. C'est comme un ami qu'on doit inviter à notre table. On le met au bout, il dira rien, mais il est là. Voilà, je crois que c'est un peu ça. Et donc garder cette ouverture, et garder cette ouverture, c'est absolument indispensable. Et d'autant plus, vous savez, je considère toujours, quand on regarde les anciennes religions avec plein de dieux, des religions qui sont mortes, Mhm. personne n'y croirait, mais les gens à l'époque, ils y croyaient dur comme fer. Qui nous dit que les religions qu'on a aujourd'hui, pour lesquelles les gens se battent et tout Dans ça, 1000 ans, qu'est-ce que ça va donner? dans 20 siècles, ça sera une religion morte et les gens diront, mais comment on pouvait croire à l'époque à des trucs comme ça? Non, je veux dire, une forme de relativisme qui n'est pas tombé dans le nihilisme. Mais Mhm. pourquoi faut-il qu'on se rigidifie? Cloisonne. Voilà, se cloisonne et qu'on se rigidifie. Je crois que c'est peut-être ça le truc principal. C'est comme, encore une fois, par exemple, sur la question du cerveau conscient, et ça a été ça le cœur de ma démarche au départ. On est prisonnier de deux extrêmes, matérialisme d'un côté, spiritualisme de l'autre. Ben, peut-être que Mhm. la solution, elle est ailleurs, ni d'un côté ni de l'autre. C'est pour ça que je suis arrivé à im. Enfin voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pensais à ne mettons même pas le chat de Schrödinger dans la boîte. Pensez en dehors de la boîte. Absolument, absolument, tout à fait. Merci énormément, Emmanuel Renford. Je Merci vous en beaucoup prie, pour toutes mais ces informations, c'était pour un tout le plaisir. temps que vous nous avez accordé. Donc, hâte de faire ce live à la rentrée en votre compagnie. Donc, les amis, vous avez du travail, les devoirs de vacances. Allez, on s'y met, on s'arrête pas. Le cerveau, c'est un muscle. Il faut le faire travailler, ça fait du Oui, bien. les vacances, c'est fait pour Donc, ça, c'est fait pour lire les livres lisibles et lisibles. exactement. Regardez, en plus, nous, il nous manquait plus que la petite boisson alcoolisée ou non. Faites attention, les amis, bien évidemment. Mais voilà, on est en détente et c'était un moment extrêmement agréable. Je vous remercie énormément pour votre confiance et votre présence sur Nurea TV. Et les amis, surtout, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, voire même un peu plus loin. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Nora.